Apéro spécial finale NBA. Celtics Warriors, ou plutôt Warriors Celtics pour l'instant. Et nous allons On nous y diriger. vient à Tout à Boston. fait. Nous allons nous diriger du côté de Boston. Comment ça va, Alex? Bon écoute, ça va nickel. Des belles finales. Pour l'instant, on a quand même eu moi 2 matchs que j'ai appréciés. Oui. Dans des styles différents les deux, mais j'ai apprécié les 2 matchs. Je trouve qu'il y a de vraies possibilités pour que ça se rende, ça soit un peu le ping-pong, que ça se rende bien les coups et tout entre ces deux équipes. Je suis d'accord. Donc j'ai hâte de voir la suite. Eh bien, moi aussi, j'étais extrêmement hype par cette série. On avait fait la grosse preview. On vous laisse vous installer tranquillou. Le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Et donc, on fait le point. Au bout de 2 matchs, vous le connaissez, c'est un peu un classique. Alors, si vous êtes sage, on en fera peut-être aussi un au bout de 4-5, en fonction de ce qui se passe. Puisque ça y est, au moment où on parle, 2 matchs ont été joués à San Francisco. Ça a démarré avec une douche bien froide, on va en reparler. Ça s'est rassuré avec un très beau Game 2 justement ce dimanche soir. Et justement, Alex, je te propose qu'on fasse ça dans l'ordre chronologique des choses, en attendant que les gens nous donnent un petit peu leurs avis sur tout ce qui s'est passé, parce que la première chose que j'ai envie de te dire, Alex, et que tu me donnes ton avis là-dessus, c'est pendant les playoffs, on fait souvent des conclusions au bout de un match. C'est-à-dire que pendant la saison régulière, on aime bien faire des conclusions hâtives au bout de 4-5 matchs. Là, chaque match a sa propre identité. T'as l'impression que au début des finales, OMG, grosse opportunité pour les Warriors. Au bout de un match, la dynastie Celtics est-elle prête? Et au bout du game 2, ça y est, les Warriors ont pris le contrôle de la série. c'est, Oui, c'est toujours la beauté des finales NBA, ça fait plaisir. t'as quand même des points communs, on va dire, entre les 2 matchs. Déjà, il y en a un. Dans les 2 matchs, Ouais, on a eu des premières mi-temps un peu serrées, où les deux équipes se jaugent, se regardent. Au match 1, bah, c'était le début, donc c'est les premières prises de contact. bien Et sûr, au match 2, c'était un peu les deux regardaient les ajustements de l'autre. c'est ça. Mais dans les deux cas, on a eu des premières mi-temps. Je suis en train de vérifier là, la première mi-temps du match 1. Il me semble bien Ah bah que 56-54 pour Boston, et dans le deuxième match, il y a un 52-50 pour Golden State. Donc c'est on est ça. vraiment Donc on est collé au 2 cul points du camion. d'écart à chaque fois. Ouais, Et ensuite, à chaque fois, on a eu genre les Warriors vénères en troisième quart. oui. Hein, Ah genre, bah oui, bien sûr, c'est 38 quand à même un 24. plus 14, Ouais, c'est exactement ça. ça. C'est un plus 14 dans le deuxième quart Dans le du troisième Game quart du 1, Game et 1, du troisième quart du Game 1, et c'est un plus 21, je crois. plus 5 Plus 000. 21, je crois, ouais. 5 000. Dans le troisième quart du Game 2. Donc ça, c'est les points communs. Enfin, je veux dire, il y a peut-être que c'est des points communs, c'est des fausses coïncidences, hein. C'est juste que je trouve que il y a quand même un vrai truc de ça se regarde beaucoup, ça se tient, ça se tient le regard pendant la première mi-temps, et troisième quart Warriors pour l'instant. Complètement. Après, les physionomies globales sont quand même pas les mêmes. Ça, c'est sûr. Et donc, sur le Game 1, on a abordé le premier match de ces finales en se disant, ok, expérience côté Golden State, voyons voir qui envoie le premier coup de bâton, let's go. On avait vu justement, on avait débriefé pour ceux qui étaient du matin tôt dans Aller Café. Je vous remets juste les feuilles de stats ici de cette victoire 120 à 108 de Boston. Et on avait, Alex, ce coup de massue. Tu parles de cette première mi-temps en effet où c'est assez serré, on voit quelques beaux débuts. Il y a Jaylen Brown qui cartonne complètement, ça répond Steph bien avec un Curry qui est un Stephen peu chaud Curry d'entrée quand même, hein. qui est un peu chaud, 21 points dans le premier carton, tout à fait. Il y a un bon Andrew Wiggins aussi qui vient contribuer, Otto Porter qui est excellent, Derrick White qui répond bien. En fait, j'ai envie de dire, à quoi ça sert qu'on parle d'autres éléments de ce match? C'est ce quatrième carton qui est complètement hallucinant, où Boston cale un 40-16. C'était la première défaite de Golden State à domicile, et je pense que Steph l'a bien résumé. Tout le monde était choqué en fait. Eux dans le vestiaire, et la plupart des gens ont regardé ce quatrième carton en se disant mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi? Bah, c'est vrai que Boston, ils rentrent dans le quatrième quart, ils ont 10 points de retard. Euh, et Jalen Brown décide là d'avoir un vrai gros coup de chaud d'abord. C'est d'abord Jalen Brown Bien sûr. le premier coup de chaud. L'autre il met des 3, il drive et tout. Et là-dessus, la défense des Celtics sort les. C'est même plus des barbelés à ce niveau-là, hein. Les C'est menottes. le, ouais, les menottes, les murs en acier, les On appelle portes. ça du harcèlement dans le Ouais, pénal. voilà, ouais, c'est exactement. Les portes en acier trempé et tout. Et, bon, alors Ford, Derrick White. Ouais. Alors Ford et Derrick White vont rentrer tous les tirs
qu'ils vont prendre, ou quasiment. Je crois que ça démarre par un 7 sur 7. Le carton démarre par un 7 sur 7 à 3 points du côté de Boston, qui se met à défendre le plomb et à tout rentrer. Et Golden State trouve pas de quoi réagir. Golden State se fait défoncer dans l'intensité, et c'est un 40-16, c'est un plus 24. Oui, c'est ça, ou 40 à 18, 40 à 16, voilà. Bah, c'est énorme. C'est énorme, et c'est vrai que c'est choquant. Enfin, moi, devant, t'es d'accord, on était devant, on était là, genre, tu sais, Jaylen Brown, il prend feu. Après, il y a Horford qui commence à tout mettre. Les Celtics égalisent. Les Celtics passent devant. On est là, genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça continue. Enfin, c'était très violent comme quatrième quart. Complètement. Il y avait un truc un petit peu surréaliste. Surtout que c'était les... Comment dire? Les chaises avaient été inversées. C'est-à-dire que aux vieux vétérans de 5 finales en 7 ans, à qui on n'apprend absolument pas à faire la chanson, aller se prendre à domicile un run par une équipe de jeunes, certes avec un peu d'expérience, mais qui n'a jamais mis un orteil en finale NBA. Donc tu voyais Golden State avec Draymond Green commencer à complètement déjouer, Klay Thompson qui n'a pas trop d'impact, Stephen Curry qui est bien verrouillé, Jordan Poole qui n'y est pas, mais lui il fait pas partie des expérimentés, mais on voyait le dragon à 3 têtes avec Steve Kerr qui se regarde en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et en face, Boston, premier match de finale NBA avec ce groupe, pas de problème, Ime Udoka, tous les mecs. Et donc en fait, moi je t'avoue que, comme tu le dis, le côté choquant c'est, si tu ne connaissais rien à la NBA ce soir-là et que tu débarquais, c'était impossible de dire que Boston avait fait 0 match de finale NBA et Golden State en avait fait 150, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est clair. C'est là où on attendait l'expérience de Golden State. Ils ont complètement déjoué, et ils n'ont pas du tout su se mettre au niveau de l'intensité des Celtics qui, eux, au fur et à mesure que les tirs rentraient, ont pris confiance. Leur défense, elle est quand même extrêmement compliquée. Mais on va quand même y revenir, parce qu'au Game 2, il y aura des choses à dire sur le fait que, ça y est, Steph Curry, en fait, il a regardé la défense des Celtics, il a fait, moi, en fait, je peux la briser, en fait. Enfin, je peux vraiment mettre des grosses failles dedans. Pas tout seul, hein, mais le taf de Steph, enfin bref. Ouais. Donc, mais en tout cas, sur ce quatrième quart, forteresse imprenable d'un côté, et de l'autre côté, t'as l'impression que les mecs jettent des cailloux dans l'océan, quoi. Tout rentre, quoi. C'est c'est quand même un truc de malade, quoi. Bien sûr. Derrick White et Al Horford, le quatrième quart qu'ils font, c'est... Non, mais c'est... T'es là, tu fais, mais c'est pas possible. En fait, ils sont là, Draymond Green et Klay Thompson. En fait, ils sont pas du tout du côté de Golden State, ils sont du côté de Boston, tout va bien. T'as raison pour le souligner, hein, ils sont à 21 sur 41 à 3 points, les Celtics sur le Game 1. Et c'est ce qui va mener d'ailleurs, Alex, Draymond Green à prendre la parole tout de suite après le match. C'est de nous dire, pourtant Draymond qui est pointé du doigt, hein, parce qu'il n'a pas du tout l'impact qu'on aimerait voir, 2 sur 12 au tir, 0 sur 4 à 3 points, 0 sur 3 au lancer, 6 fautes. Il dit... ça va aller pour nous, on a été bon pendant 40-42 minutes et on a hâte de voir, entre guillemets, si Boston peut à nouveau shooter comme ça, parce que nous ça ira mieux. Et c'était quand même culotté de sa part, parce que Draymond, c'est pas via lui, si tu veux, que soudainement l'adresse de Golden State va devenir meilleure. Après lui contribue en il lui laisse 4 mètres, il le défend comme Ben Simmons quasiment. Hein. Complètement, complètement comme Ben Simmons, tout à fait. Mais par contre... on attendait vraiment fort Golden State au Game 2, et là on a eu une belle réaction, quand on a eu la réponse du vétéran qui dit on est dans la série. Il n'y a pas de doute là au bout de 2 matchs. Ouais, tout à fait. Et Draymond, oui, sa déclaration, je suis d'accord avec toi, elle est un peu culottée et tout machin. Mais par contre, il a joint les actes aux paroles, même si on va pouvoir parler des actes de Draymond dans ce Game 2. De quels mais actes? Dans l'intensité, dans la direction de la défense, dans l'agressivité offensive. Enfin, même si Jaylen Brown fait encore une entame de match de taré sur le Game 2, attention, hein, Jaylen Brown, il rigole pas du tout. L'autre, il venait de finir le quatrième quart, l'autre, il démarre le Game 1, j'étais là genre, donnons-lui le MVP des finales à ce moment-là, tout de suite. Il était très chaud, ouais. Pourquoi attendre? Non, mais bon, ça s'est calmé un peu après, mais c'était très très chaud. Mais ils n'ont pas paniqué, ils ont mis de l'intensité. Il y a Steph Curry qui s'est mis à chauffer aussi doucement. On a vu des Warriors, au-delà de la réussite des Celtics, où je suis d'accord avec Draymond, les Celtics, ils vont pas shooter à 70% à 3 points comme ça tout le temps. Enfin, il faut espérer pour les Warriors. Mais au-delà de ça, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Kerr
a modifié un poil aussi ses rotations. Steph Curry a travaillé différemment au niveau offensif. Et du coup, en gros, c'est aussi la grande capacité d'adaptation des Warriors et la polyvalence des joueurs et la polyvalence des choix qui sont offerts à Steve Kerr qui ont fait qu'à un moment donné, ils ont fait regarder les Celtics. Nous aussi, on sait être malin, on sait être intelligent et on va vous faire déjouer vous, en fait. Bien sûr, ce qui était attendu d'ailleurs dans cette série, hein, c'est un jeu d'échecs avec deux excellents effectifs, avec deux grands coachs. Donc on attendait tout à fait les ajustements. Moi, j'ai évidemment adoré les deux matchs de chaque côté. C'est-à-dire que moi, je suis pas, entre guillemets, investi émotionnellement comme d'autres fans le seraient dans ces finales où il y en a qui sont pour Boston ou Golden State. Moi, j'apprécie vraiment le basket qui est proposé des deux côtés. Sur le Game 2, les Warriors, là où ils m'ont impressionné, c'est vraiment sur cette deuxième mi-temps où en fait, un des éléments dont on avait parlé dans la preview, c'est que si, en termes de talent, on avait parlé du fait que Tatum et Brown représentent deux talents énormes offensifs. Golden State, collectivement, est capable de présenter quelque chose en attaque que Boston n'avait pas encore affronté, quoi. C'est-à-dire que t'as beau essayer de défendre, t'as beau essayer de couvrir, t'as beau avoir défendu 13 passes sur une possession de 20 secondes, ils vont t'avoir au finish, il va y avoir un cut de Wiggins, il y a deux lancers. Il va y avoir un mec qui va partir dans le corner et finalement ça finit sur Jordan Poole qui se réveille. Et c'est vrai que cette espèce de tsunami là de 35-14 dans le troisième quart de ce Game 2, moi ça m'a rappelé quel est le net avantage de Golden State sur cette finale en termes de plafond offensif. Quand ils prennent feu, même la meilleure défense de 2022 qui est celle de Boston ne peut pas faire grand chose en fait. Tout à fait. Ça, c'est pour le 35. Mais il y a aussi le 14. Et il y a aussi le 14. Ouais. Parce que, déjà, défensivement, Golden State a mis une bien meilleure intensité et tout. Et ils ont beaucoup plus emmerdé des joueurs des Celtics qui se sont retrouvés plus souvent à faire du hero ball. Hein. Le mouvement de balle des Celtics en a tout de suite pâti. Ouais. Et du coup, un peu plus de hero ball sur Tatum, sur Brown, parfois même sur Smart, qui est... On peut pas dire qu'il ait fait un très grand match 2, Marcus Smart. Non, ça a été compliqué pour lui. Ouais. Et de l'autre côté, tu avais la réintégration dans la rotation de Gary Payton 2. Ça a l'air de rien. Mais le 5, ça permet quand tu joues petit de rester fort défensivement avec Gary Payton 2 qui est capable, comme le Smart de l'autre côté, peut-être pas au même niveau non plus que Smart, mais il a de la puissance physique, c'est un vrai bon défenseur et tout. Bon, il a de qui tenir, hein, il a les gènes. Non, mais c'est vrai. Le 5, avec Curry, entouré de, par exemple, Payton 2, Wiggins, Draymond et Otto Porter, ils ont un peu utilisé ce 5 à plusieurs moments. Très très chiant pour les Celtics parce que ça switch quasiment tout, parce que Curry fait des efforts absolument incroyables de défensivement. Et offensivement, t'as un vrai spacing, t'as pas vraiment de pivot, mais comme j'ai trouvé un peu à Horford un peu trop softy et Robert Williams pas toujours le plus à l'aise, ils ont trouvé un moyen de défendre assez intelligent sans trop y perdre, là où les Klay Thompson et les Jordan Poole pour moi sont dans des débuts de série pas ouf en défense, je trouve. Non mais c'est vrai, en plus Klay Thompson il a du mal à rentrer les tirs, donc c'est vrai que du coup tout se complique. Mais là j'ai trouvé ça vachement intéressant, l'utilisation par Kerr de Otto Porter et de Gary Payton 2, parce que je pense qu'ils ont été des clés sur les séquences où ils ont joué. Même Bjelica, ça a vraiment emmerdé Bjelica, tout à fait, ça a vraiment emmerdé à mort les Celtics, qui de l'autre côté n'arrivait pas à bien défendre parce que mouvement de balle incroyable, parce que Steph Curry, son mouvement sans ballon, il s'adapte en permanence. C'est un enfer à défendre celui-là, attention. Hein. Même pour une défense comme les Celtics. Non, c'est sûr. Il y a eu aussi, je sais pas d'abord ce sentiment, parce qu'il y avait tellement d'éléments sur ce Game 2. Moi, j'ai eu le sentiment en plein match que Boston avait fait le travail. C'est-à-dire récupérer l'avantage du terrain. Les mecs sont venus à Golden State, ils ont récupéré le Game 1. T'avais pas l'impression qu'ils voulaient vraiment se défoncer pour recoller au run du Game 2, ils se sont dit genre ok, on va rentrer à Boston à 1-1, le travail il est fait. Et aussi, parce que je sais en même temps c'est vrai. Et en même temps c'est vrai. C'est la vérité. Factuellement. Ils rentrent à la maison, ils ont récupéré l'avantage du terrain. C'est juste, pardon, mais c'est vrai. Factuellement, il y a une semaine, tu dis à Boston, les gars, vous retournez au TD Garden en ayant. Les mecs sont bah oui, c'est où je signe. Voilà. On a inventé le premier ou le deuxième, juste donnez-nous un des deux. Ouais, on s'en fout. Mais c'est vrai que un des sujets qui, comme tu le sais,
parfois nous fait chier aussi ici un petit peu, mais qui a aussi impacté la dynamique de Boston sur le match, c'est que tu sentais que Golden State allait être plus agressif. Tu l'as dit tout à l'heure qu'ils allaient appuyer là où ça fait mal, forcer notamment les arbitres à prendre des coups de sifflet. Et lorsqu'il y a eu des situations de faute pour Brown et Tatum, et lorsque les rotations ont dû être changées, et lorsque certains ont dû hausser leur niveau de jeu, t'as senti que la machine a été un petit peu déstabilisée du côté de Boston. Et après, ils ont passé beaucoup de temps, et notamment dans le troisième quart-temps, à courir après le score, en se disant, bon bah en fait, on va retourner dans nos mauvais travers, c'est-à-dire donner la balle aux Jay Brothers, laisser les garçons faire leur boulot, alors que le supporting cast n'a pas du tout été bon à côté. Et bon, quelque part, j'ai envie de dire, Game 1, on a vu les quelques défauts de Golden State, notamment dans leur capacité à vraiment, vraiment finir, parce que les troisième quart-temps, c'est leur classique, mais finir les matchs, parfois, ça a posé problème. Et dans le Game 2, on a vu Boston retomber dans certains travers de Isolation Ball. Donc c'est un petit peu deux équipes qui ont réussi à mettre l'autre dans leur mauvais retranchement. Ouais, quoi. tout à fait. Au Game 1, on a aussi vu la longueur et les qualités athlétiques de Boston beaucoup gêner les Warriors. Ah, même dans le 2, ouais, clairement. Et dans le 2 aussi, mais dans le 2, ils avaient anticipé beaucoup mieux. Et du coup, ils ont, par l'intermédiaire de Curry, de Poole, et aussi du bon travail de spacing de mecs comme Otto Porter et tout, ils avaient bien anticipé pas mal de situations pour empêcher la défense de Boston de se mettre en place. Donc ça, c'était très malin. Pour en revenir à ce que tu dis sur l'arbitrage, ça a fait un peu polémique hier, tu vois, donc on peut difficilement ne pas en parler. Moi, ça me fait toujours un peu chier de focus sur ce genre de défaite sur l'arbitrage. Toujours est-il que on peut dire qu'il y a eu des calls un peu sévères avec les Celtics sur des fautes qui étaient peut-être pas des fautes, je suis assez d'accord. Oui. On peut dire aussi que si Marcus Smart et je sais plus quel autre gars se jettent pas entre Draymond et Jaylen Brown, peut-être que les arbitres sont presque obligés de siffler la double technique et que du coup Draymond se fait exclure. Il se fait un peu sauver par Marcus Smart et je sais pas, c'est Tatum je crois qui retient, ou Horford peut-être, qui retient Jaylen Brown, tu sais, quand ils se relèvent là, qui sont vénères tous les deux là. Ouais. C'est des Celtics, tu iras voir l'action, c'est des Celtics qui séparent et tout. Je pense que si ça laisse un peu plus de flow, les arbitres peuvent plus ne pas donner la double technique et donc exclure Draymond. Là, ça n'a pas été le cas. Mm-hmm. Il n'en reste pas moins qu'à la mi-temps, il y avait 2 points d'écart. Et que tout ce dont je viens de parler, c'est principalement en première mi-temps. En troisième quart-temps, non, tu peux quand même pas parler d'arbitrage. Je suis désolé, ce sont pas les arbitres qui mettent 35-14 aux Celtics. C'est juste pas vrai. C'est juste les Celtics qui, alors peut-être qu'ils étaient énervés par l'arbitrage du deuxième quart et tout, et qu'il y a eu qu'ils auraient peut-être fini le quart avec peut-être pas -2, mais peut-être à +4 ou à +6. Peut-être, on peut toujours mettre des si. Je veux bien l'entendre. Mais la réalité, c'est que encore une fois, c'est la même au Game 1, hein. En sortie de vestiaire, après la mi-temps, ils se font défoncer. Ils sont moins dedans, ils font moins tourner le ballon, il y a un peu trop de pertes de balles, il y a des choix de merde, de Marcus Smart, de Tatum, de Brown, il y a un peu trop de hero ball, comme tu disais tout à l'heure, il y a de l'iso ball, alors qu'en face, ils sont archi déter. Et ils leur mettent une énorme sauce. Ah, donc, je suis un peu mitigé. J'ai relevé les Celtics dans le troisième quart, Bastien, ils sont à 4 sur 17 au tir. Ah oui, non. À 2 sur 8 de loin. Ils prennent que 8 rebonds pendant que les Golden State Warriors en prennent 13. Orford est à 1 sur 4, Jaylen Brown est à 1 sur 5. Enfin... Non, mais il y a un moment où il faut se regarder dans le miroir. La seule chose que je dis, c'est je suis content en fait qu'on mette le sujet sur la table pour la raison suivante. Et je suis désolé que les fans de Boston doivent l'entendre, mais ça sera pareil pour les fans de Golden State. Bienvenue en finale NBA. Ça veut dire que historiquement, si vous n'avez pas regardé de finale, mais je pense pas parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui nous suivent et qui ont regardé les finales depuis longtemps, ça fait partie intégrante des finales et de l'opposition. C'est-à-dire que là, on va aller au TD Garden, il va y avoir la pression du public, il va y avoir la pression de Ime Udoka, il va y avoir la pression des joueurs et du banc de Boston qui va commencer à dire aux arbitres « Hey, on arrête là le traitement de faveur pour Draymond Green. Donc maintenant quand il gueule comme ça, c'est technique immédiate. Parce que le sifflet n'est pas le même au Chase Center qu'il est au TD Garden. Et donc quelque part, le discours va aussi changer en fonction de l'endroit où on va jouer. Donc je comprends que ça puisse être frustrant là pour Boston et pour leurs fans sur le Game 2. Mais j'ai envie de dire accrochez-vous parce que la chanson que fait Draymond Green, on aime pas. C'est le mec dont on parle le plus là aujourd'hui parce que
il a foutu encore ses couilles sur la tête de Marcus Smart, qu'il a mis un coup de pied et qu'apparemment Jaylen Brown a dit il a voulu lui baisser son froc. Enfin, c'était chaud, hein, les déclats qu'a sorti Jaylen Brown quand même en sortie de match. Il a dit le mec, il a voulu. Ça te fait marrer, toi. Moi, ça me fait marrer. Mais bien sûr. Moi, ça me fait marrer parce que moi, j'ai 8 ans et demi, premièrement. Déjà. Et deuxièmement, oui, ça me fait marrer parce que, en fait, l'arbitrage, on voit bien. Là, c'est clairement des calls les plus évidents des mauvais calls de ce match, parce que des mauvais calls, il y en a plein à chaque match, pas qu'en finale NBA, en régulière, en playoff et tout. On peut aussi essayer de remplacer les arbitres par des robots. Moi, je suis pas sûr qu'on soit gagnant, mais on peut toujours essayer. On peut review tous les plays, j'en sais rien. À partir du moment où tu mets des humains avec des sifflets dans la bouche et qu'il y a le public, les joueurs, il y a plein de choses qui te viennent et tout, il y aura des erreurs. Non, n'importe quelle personne qui a arbitré ne serait-ce que 10 minutes en départemental, ce qui est mon cas, peut le savoir. Voilà, la pression du public, même si c'est que Gérard et Michel à la buvette, n'empêche que c'est la pression du public. Tu peux faire des erreurs quand t'es un humain. C'est la double pression. C'est la double pression. Ouais. Hein. Et tu mets ça sur le contribuable, s'il te plaît. C'est l'arbitre qui paye. Bon bref, mais plus sérieusement, les erreurs les plus évidentes et les plus visibles, et certainement les plus coûteuses qui ont été faites dans le Game 2 sont allées contre les Celtics, je veux bien l'admettre. Mais j'ai pas la sensation que ce soit toujours le cas, parce que tu sais, tout de suite on voit oui, Boston, nous on se fait toujours niquer par l'arbitre. Pardon, d'où ça sort ça, pardon. Tu vois, genre d'où, pardon. Et pareil pour les fans de Golden State. Exactement. Donc, oui, là, l'arbitrage en deuxième quart-temps, Draymond Green. Moi, perso, j'étais sur Twitter, je suis là, genre, bon, bah là, il va la prendre, il va y avoir la double tech, il va se faire exclure. Enfin, tu vois, et non, ok. Non. Je comprends que ça énerve. N'empêche que c'est aussi ça, les grandes équipes. À la mi-temps, il n'y a que 2 points d'écart. Et je répète, à un moment donné, le blowout, il se fait pas dans ce moment. Alors, peut-être que oui, Boston s'est fait casser une sorte de début de momentum. Évidemment. Ok. Évidemment. Mais de toute façon, il aurait fallu aller au vestiaire et il aurait fallu sortir des vestiaires dans une bien meilleure, avec de bien meilleures intentions et une bien meilleure intensité que ce qu'ils ont fait. Donc, la vraie question, et d'ailleurs, j'ai pas tellement vu, Jaylen Brown, il a dit oui, il a voulu me baisser mon pantalon. J'ai pas tellement vu Udoka ou Tatum ou Smart dire l'arbitre c'était de la merde. Hein. Non, parce que Boston aussi, en termes de mindset, ils ont compris, et c'est une de leurs grandes forces qui leur permet d'être là aujourd'hui, c'est qu'ils veulent se concentrer sur eux-mêmes et eux avant tout. Quelque part, c'est aussi la réussite. Ouais, mais un petit coup de pression sur l'arbitre, quitte à prendre 25 000 d'amende, ça fait jamais de mal normalement. Tout à fait, mais t'es à 1-1 dans la série. Le travail, il est fait. Donc je pense que aussi Boston aura l'occasion de pouvoir dire s'il y a 2 partout, par exemple, genre, c'est en fait, comment dire. Moi, je pense surtout qu'ils savent très bien que c'est pas là que ça s'est joué. Alors, tout à fait. Il y a aussi des différences qui sont pas non plus criantes, c'est-à-dire que si tu regardes statistiquement, c'est pas comme si Udoka pouvait prendre la feuille de stats et dire, parce que, excusez-moi, juste checkpoint, 18 fautes pour siffler contre Boston, 17 contre les Warriors au Game 2. 20 lancés pour Golden State, 17 lancés pour Boston. Donc c'est même pas comme si tu pouvais, tu vois, en tant que coach, dire waouh, incroyable, ils ont eu 30 lancés et nous 13. Mais de toute façon, cet argument-là, au passage, je sais plus qui l'avait utilisé, je crois que c'est Monty Williams qui l'a utilisé, non, je sais plus qui l'a utilisé cet argument. Ouais, ou Nick Nurse. C'est de l'argument le plus pourri de la Terre. C'est-à-dire qu'en gros, genre c'est quoi le rôle des arbitres, c'est distribuer autant de fautes de chaque côté ? Non, bien sûr. Non. Je voulais juste... non, mais tu vois, genre. Ce que je voulais juste te dire pour clore un peu ce truc de l'arbitrage, parce que pareil, je préfère parler du jeu, et oui, ça fait partie intégrante du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, tout à fait, mais on aime bien aussi regarder un petit peu ce qui se passe autour, notamment sur le terrain quand les joueurs ont le ballon entre les mains. C'est juste que Draymond, juste avant que tu te marres et qu'on reparle de ça, Draymond aujourd'hui c'est le joueur dont on parle le plus, et il a réussi à rentrer dans les têtes à la fois des fans et des joueurs. Et c'est là qu'on voit justement le DNA de champion qu'il y a chez Draymond Green. C'est que ça fait chier, c'est que ça te saoule. Vous pouvez demander aux Thunder, vous pouvez demander aux Rockets, vous pouvez demander à toutes les franchises qui se sont fait rouler dessus par les Warriors, notamment de Draymond. C'est qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et que lorsque tu sais très bien ce que tu fais, et que tu es aussi insupportable, eh bien en fait tu sors de ton jeu. Et tous les grands compétiteurs, lorsqu'ils ont affronté un joueur comme ça, c'est là que tu as vu ceux qui sont restés dans leur match, et ceux qui sont pas restés dans leur match. Et du coup, on le voit totalement là avec Draymond Green. Il a exactement respecté son game plan. Il va continuer à le faire. C'était très borderline. Il s'est pas passé loin. C'est pas passé loin du carton rouge. Tout à fait. Et c'est tout le temps comme ça avec la carrière de Draymond. C'est-à-dire que le mec sait pianoter, profiter de certaines règles. Tu sais, il y a ce fameux... il y a pas mal de ricains qui se sont marrés dès le début du match parce que je crois qu'il prend sa première faute technique dans le premier quart, en fait.
je crois, sur une embrouille avec Grant Williams ou avec Marcus Smart, sur une remise. Ouais. Sur pas grand chose. D'ailleurs, la première faute fait. technique, autant la deuxième. Non, bien sûr. Moi, je trouve mais la première, elle était bizarre un peu. Enfin, bref. Tout à fait. Sauf que, à ce moment-là, ce que peut-être la plupart peut-être ne vont pas savoir en termes de momentum et d'arbitrage NBA et de méthodologie, c'est que Draymond Green, le premier, et les Warriors savent très bien que les arbitres vont être trop tendus à l'idée de lui filer une deuxième faute technique. Donc ça laisse un écart comme ça d'agressivité défensive, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu as pris ta première faute technique, aucun arbitre n'a envie de se dire j'ai été responsable de l'expulsion de Draymond Green dans un game 2 de finale NBA. Donc du coup, ça lui laisse un range de, 35 minutes, où le mec, il peut y aller, mettre des coups, faire ce qu'il veut, parce que celui qui va oser l'exclure, forcément, il va être au centre des discussions. Et donc c'est là qu'à Boston, je pense que ça va être intéressant de voir, notamment sur le sujet de Draymond, comment ça va se passer, parce que le traitement qu'il a à domicile ne peut pas être le même à l'extérieur. Et là, il y aura forcément, on a vu des embrouilles avec Grant Williams, avec d'autres garçons, il y a des garçons qui vont lui rentrer dedans, et on va voir s'il va tenir toute la rencontre. Si c'est le champion que c'est censé être, il tient toute la rencontre. S'il pète un plomb, on reparlera de Draymond, comme on a déjà parlé, de mec qui est capable de, finale 2016, de pénaliser son équipe. Et moi, je te dis qu'il y a plein d'arbitres qui auraient pu lui mettre la deuxième technique, enfin, la double technique qui l'exclut la nuit dernière. Alors, c'est juste que, sincèrement... Comment ? Elle aurait été chaude, quand même. Exactement, elle n'était pas si obvious que ça. C'est aussi ça, et je le pense sincèrement. Elle n'est pas si obvious, et en plus, je te dis, ils se font retenir la part des joueurs des Celtics. Enfin... Elle est pas. Je suis désolé, je trouve que c'est parce que Steve Javie il a dit oui, non, les arbitres ils ont en tête qu'ils allaient pas mettre la deuxième technique. C'est ça qui fout le plus la merde. Moi, je pense sincèrement que les arbitres, quand ils vont à la review, ils regardent et ils font non, pas vraiment la technique. Ils se dessus, hein. Ils font des fautes, ils disent c'est Draymond, c'est Draymond. Ils dessus et surtout, elle est pas évidente. Il y a le côté Draymond et même de toute façon, elle est pas si. C'est pas un no-brainer. Je ne pense pas. Non, par contre, ce qui est un no-brainer. Pour moi, c'est que les Celtics ont fait un match, une deuxième mi-temps vraiment de merde. Ouais, bien sûr. Avec peu de mouvements de balle, trop de ballons perdus. Ils se sont fait défoncer au rebond. Les couvertures défensives derrière les écrans, ils ont fait tellement mieux au premier match. Là, les couvertures défensives derrière les écrans des Celtics, ils ont fait que de drop alors qu'il y avait Steph Curry. Désolé mon pote. À un moment où ça marche pas... Et en attaque, je trouve qu'ils ont pris trop de mauvais choix, trop d'ISO, comme tu l'as dit, qui se finissent souvent par des tirs compliqués face à une bonne défense. Enfin, je veux dire, il est là le vrai travail que doivent faire les Celtics, je pense. Kevin Looney, le meilleur pivot de ce début de finale. Non, c'est sur le Game 1, c'est à Horford le meilleur pivot quand même. Pas... Sur ce début de finale. Avec le Game 1 d'Al Horford, ouais, en tout cas le plus régulier. En cumulé... La discussion a lieu. Et même, donc, déjà, ça veut dire qu'il est nettement meilleur que Robert Williams, qui est difficilement jouable, là, on l'a vu, là. Mais quelques contres, mais sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. Il va falloir qu'il se reprenne, parce que physiquement, on avait vu quelques bons signes sur le Game 1, mais là, il est un cran en dessous de Looney, qui est formidable, Looney. C'est pas une question de le sous-créditer, il est vraiment fondamental dans la réussite des Warriors, mais ça aussi, il faudra peut-être aussi que Boston s'y penche, c'est qu'il y a un moment où Kevin Looney, on est en train d'en débattre comme un des 3-4 meilleurs joueurs de ces deux premiers matchs des finales NBA, doucement. Il faudra peut-être aussi remettre l'église au centre du village, tu vois. C'est que respect à Curry, respect à Looney, respect à Wiggins, aux garçons qui contribuent bien, mais il y a un moment où il va falloir que les patrons soient vraiment, vraiment présents. On a eu un Game 1 vraiment bon à la distribution, mais catastrophique au shoot de Jason Tatum. On a eu une très bonne première mi-temps de Jaylen Brown. La deuxième, c'était pas top sur le Game 2. Marcus Smart n'a pas du tout été bon sur le Game 2. Enfin, les montagnes russes, moi j'aime bien, mais à ce jeu-là, c'est Golden State qui a l'avantage du terrain. Et si tu reviens à Game 7 à l'Oracle, au Chase Center, ça va être compliqué. Il faut qu'il y ait un peu plus de régularité du côté de Boston. Du côté de Golden State aussi, mais... Et Golden State aussi, exactement, parce que je suis désolé, mais moi, le début de série de Klay Thompson, je suis là, Non, tout à fait. Mais c'est juste qu'il y a eu un espèce de phrase, je sais pas si tu es d'accord avec ça, de fans de Golden State qui ont notamment, et même d'observateurs un peu plus neutres, qui disaient que sur 8 cartons qui ont été joués, il y en a vraiment un et demi qui a été loupé par Golden State. Oui, c'est vrai. Et ça leur a coûté un match. Mais ils ont été bons sur 3 cartons du Game 1 et ils ont été bons sur 4 cartons du Game 2. Donc,
tu vois, c'est juste là-dessus que je mettrais une nuance par rapport à Boston, où il faut qu'il y ait un peu moins de montagnes russes, quand même. C'est vrai. Je trouve. Non, mais c'est vrai, j'entends. J'entends, et puis c'est pas facile parce que Golden State revient et attaque sans relâche. Golden State varie beaucoup. Steve Kerr change ses rotations. La défense, elle essaye de s'adapter au mieux, mais il trouve toujours des failles. Enfin, c'est vrai que faut pas oublier que le run qui leur fait gagner le Game 1 aux Celtics est basé sur une très très grosse défense, mais aussi sur une réussite complètement insolente à 3 points. Et que ça va être difficile à reproduire. Donc Boston va devoir trouver des solutions collectives. Boston a récupéré l'avantage du terrain. Boston va revenir devant son public. Boston va mettre une grosse pression physique à domicile sur les Warriors. Et quand même... Jordan Poole va devoir faire mieux. Il s'est un peu réveillé dans le match 2 et ça va, il a mis un tir au buzzer du 3e quart, ok, mais son match c'est pas oufissime. Sa première mi-temps est horrible, la deuxième est bonne. Ouais. Et Klay Thompson, j'ai pas beaucoup d'actions qui me viennent en tête où je me dis ah cool Klay, tu vois, genre rien. Ouais. Ça te shoot trop court. Défensivement, je le trouve à la limite, je suis plus rassuré par Curry, clairement, en défense. Il peut pas post-up Peyton Pritchard. Moi, cette action-là, elle m'a scandalisé. Il peut pas post-up Peyton. Le petit Peyton Pritchard, il fait ses playoffs, lui, au passage. Hein. Tout à fait. Et no disrespect envers Peyton. Hein. C'est un teigneux, etc. Mais, Klay. Non, ça va pas. Et d'ailleurs, dans la rotation que j'ai beaucoup aimée des Warriors, qui a, sur de belles séquences, fait beaucoup de dégâts, il n'y a pas Klay Thompson. Hein. Ça va s'ajuster. Terrain, je veux dire. Mais bien sûr, et ça va s'ajuster. Et c'est aussi le coup de renifler les 2 premiers matchs d'une série. Hein. On l'a toujours répété. C'est Game 1, tu essaies de savoir comment se font les match-up. Tiens, cette fois, Iguodala, il est out, retour de Gary Payton 2. Attends, on va tester un petit peu, voir certains garçons, comment est-ce qu'on peut mieux les utiliser. C'est sûr. Ça va s'ajuster. Au milieu de tout ça, il y a quand même un garçon qui sort du lot. Qu'on a tendance à prendre pour acquis, lui aussi, puisqu'il est là depuis trop longtemps et qu'on se dit, c'est normal. Le niveau de leadership, d'attaque, de défense, d'effort, de concentration de Stephen Curry sur les 2 premiers matchs. Respect. C'est très très fort. Il y a Steph et ensuite il y a qui est l'autre meilleur joueur des finales. Ouais. Pour l'instant, ouais. Au bout de 2 matchs. Ouais. C'est tellement fort. On pouvait s'attendre. Tu sais, il y a toute cette narration autour de Steph depuis 2016. On dit pendant les finales, il assure pas trop. Ouais, ça c'est ce qu'on dit, hein, parce que les faits ne disent pas ça, mais bon, bref. Ouais, parce que les stats, je crois, ils le comparent plutôt à LeBron et Jordan, je crois, en finale. Ouais, voilà, c'est si ça. je peux me permettre, hein, ouais. factuellement. C'est ça. Mais là, je suis impressionné par... il avait déjà montré beaucoup d'efforts défensifs. Je suis impressionné par la concentration qu'il a des 2 côtés du terrain. Il y a très très peu de conneries de la part de Steph. Très peu de conneries, des vrais efforts défensifs alors que c'est pas forcément son registre premier quand même. Et surtout en attaque, ce qui est très impressionnant toujours, c'est les brèches qu'il crée, les choix qu'il fait. La qualité des choix offensifs de Steph Curry, c'est des... Gardez les VHS, là, ça va être à montrer dans toutes les écoles, là. Vraiment. C'est très là, fort. Sur les 2 premiers matchs, c'est vraiment beaucoup. Un très haut pourcentage de bons choix. Ouais. Et quelle que soit la couverture, hein, c'est pas du 1-1, donc on peut pas dire Marcus Smart, défenseur de l'année. Non, c'est pas le sujet. Ouais. Mais c'est important de le rappeler. Il switch beaucoup en plus, il switch beaucoup Boston. Oui. Et une défense aussi collective et soudée que Boston, là, c'est ce dont on parlait dans la preview. Une très très grosse défense fait face aux meilleurs à la fois shooters et joueurs sans ballon de l'histoire de ce sport. Ça se voit là. Ouais. Oh la vache. Son taf sans ballon, c'est feinte de cut et après cut et tout ce qu'il fait, ligne de fond, comment il se balade, enfin c'est vraiment c'est un enfer pour la défense et en plus il shoot plutôt bien hein, le chef là depuis le début de série donc du coup t'as vraiment un problème quoi. Push the tempo aussi pour éviter que la défense se mette en place donc c'est parti ça galope. Dès qu'il peut. Non, très très solide Steph, rien à redire là-dessus. Alex, on va se déplacer à Boston avec 2 matchs à jouer. Tu sais que j'aime bien jouer à ce jeu et je pose la question évidemment aux gens qui nous écoutent en faisant la vaisselle ou en étant à la salle, peut-être, je ne sais pas. Tu as le feutre, tu es Ime Udoka dans le vestiaire. 3 choses importantes à retenir là en abordant le Game 3.
Interdiction de passer sous les écrans quand c'est Steph Curry qui a la balle. Tu passes sous l'écran, tu perds ton contrat. C'est mort. C'est mort. Interdiction. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'instaure la règle des 3 passes minimum en attaque avant un shoot. Franchement, Boston, quand ils font un petit peu tourner la balle, ils ont quand même beaucoup de joueurs capables de mettre dedans. Et tu les vois trop s'embarquer dans du Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, ISO, là. C'est pas leur jeu. Ils peuvent, Brown et Tatum, ils ont montré, ils peuvent aller jouer leurs gars et tout avec leur qualité athlétique et technique. Ils peuvent, mais ça arrange tellement la défense de Golden State que je pense que c'est une grosse erreur. Et ça c'est un peu plus un intangible, mais enfin, quoi qu'il arrive, quoi que fasse Raymond Vert, tu restes dans le match. Tu restes concentré. Quoi qu'il arrive. C'est le vieux qui veut faire la spéciale là. Ne tombez pas dans quoi le genre qu'il de arrive, ouais, tu restes concentré. Quoi qu'il arrive, tu joues ton jeu. Comme ils l'ont très bien fait d'ailleurs contre les Nets, les Bucks et le Heat. Parce que ils ont joué PJ Tucker, Butler, Kyle Lowry. Enfin, tu vois, ils en ont joué du Briscar Vislar. Tu vois, ils savent. Faut juste, voilà. Quoi qu'il arrive, tu restes dans ton match. Moi, je reste persuadé que la longueur, les qualités athlétiques et la polyvalence de beaucoup de joueurs des Celtics peuvent leur permettre de remporter ces finales. Bien sûr. Maintenant, il faut rester dans les matchs. Il faut rester dans les matchs et il faut respecter aussi ce dont on avait discuté dans la preview, qui est aussi et que j'avais pas mal apprécié sur le Game 1, les pénétrations de Marcus Smart, les pénétrations de Jaylen Brown. Attaquer le cercle, bordel de merde. Enfin, je dis ça pour Boston, non pas que je sois pour eux, c'est juste, les gars, vous avez la taille, vous avez l'envergure, vous avez cette capacité à vraiment punir. Ne faites pas ce que vous avez fait au Game 2 où parfois ça a pris des tirs un peu par flemme de l'effort et de l'intensité physique, alors qu'en face, en fait, vous êtes plus grand et plus costaud, quoi. Je suis d'accord. J'ajouterais juste, attention, on a eu 2 matchs où ça n'a pas trop été serré. On n'a pas eu de money time, parce qu'en fait, le 4e quart, c'est tellement un putain de tsunami que j'ai l'impression qu'on n'a même pas vu passer. Pas étonné si on a un match minimum serré au TD Garden, parce que ça va être l'objectif de Golden State quand même. Ah, bien sûr. Et là, il faut encore plus avoir les reins solides, quoi. Parce que tu vas te prendre des coups de vis. Je veux dire, participer à 2 matchs de finale NBA à l'extérieur, c'est quelque chose. Participer à un match de finale NBA dans un money time face à Steph, Draymond et Clay, attention. C'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Mais ça sera compliqué pour les Warriors aussi, parce qu'en fait, ils vont être poussés par leur public, les Celtics. Enfin, voilà. Donc, ça va vraiment être très intéressant. Moi, je suis très curieux de voir ce que Steve Kerr va proposer aussi à l'extérieur en termes de rotation et de système de schéma défensif. Très curieux. Et je suis très curieux de voir quelle utilisation de ses intérieurs va faire Ime Udoka. Ses rotations extérieures me semblent assez claires. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, il se pose encore quelques questions. Il utilise Tice, non pas que je pense que Tice ne doit pas jouer, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit des séquences courtes. Pas loin. Sauf que du coup, il y a Robert Williams aussi, on dit qu'il faut que ce soit des séquences courtes, donc c'est quoi ? Horford, il peut pas jouer 44 minutes, donc tu vois, il y a un moment où je vais regarder ça de près, parce que je pense que ça, c'est une des clés aussi. On avait parlé de potentiel match-up avec du Tatum et du Draymond en 5. Voilà. Est-ce que vraiment tu as envie de le faire si t'es les Celtics et que tu vois ce Draymond là ? Peut-être pas, peut-être que tu as envie, parce que ça va créer des lignes de pénétration de fou furieux avec Tatum sur l'extérieur. Mais en tout cas, sur le tableau de Steve Kerr, si je devais mettre les 3 points principaux, réveillez-vous autour. Là, notamment Clay et Poole, je m'en fous si je les expose devant tout le monde. Mais là, on va au TD Garden. Steph, incroyable s'il a la même production. Là, Marcus Smart, pareil, il est trop malin, il le sait. Les coups de sifflet vont être beaucoup plus légers contre lui. Et donc là, les mains vont être très baladeuses. Je préfère prévenir, ça va être très dur pour les fans des Warriors et de Stephen Curry. Il va avoir un traitement physique réservé à Steph parce qu'on le sait. C'est une des choses qui peut lui être réservée et qui peut parfois le ralentir. Là, tu vois les 2 premiers matchs de Steph, t'as envie de dire, les gars, limite, vous le foutez au sol, quoi. C'est pour ça que tu peux pas jouer en drop déjà. Tu peux pas jouer en drop, déjà, tout à fait. Derrière, ça veut dire que Clay et Jordan Poole doivent se réveiller là en déplacement. C'est absolument immanquable. Là, il faut qu'il y en ait un des deux, voire les deux qui se réveillent. Ouais. Et continuer en fait continuer à respecter leur plan de jeu, parce que
Moi, ouais, je serais Steve Kerr, je dirais, les gars, sur 8 cartons, on a bien joué 7 en fait. Et on devrait mener 2-0 dans cette putain de série. On a fait de la merde dans le quatrième quart, mais on devrait mener 2-0. Donc maintenant, on se reprend. On a bien fait le travail là sur la deuxième mi-temps. On continue là-dessus. Même s'il y a des calls qui nous plaisent pas, etc., on continue, on appuie là où ça fait mal. Et si on voit un moment où ça craque, on fonce dessus. Ça me va. Ça te va? Ouais, j'avoue. Très impatient de voir ce Game 3. Tu sais qu'on va devoir finir sur un dernier morceau. Vas-y. Il y a un moment, on va retourner à Golden State, puisqu'il y a un... Ah, là, c'est sûr, on va retourner à Golden State, ouais. Au moins une fois. Alors Quoi? Bah... Quoi? Quel il y a score il y combien, aura? il y a combien au Game 5? 2-2. Oui, je suis d'accord. Dans quel ordre? Je dirais plutôt Warriors le prochain. Ah, moi je dis Boston le prochain. Tadadin. Et la grosse réaction du CD Garden pour le Game 4 pour toi? Et victoire de Boston au 5 à Golden State. Waouh, pour finir en 6 donc. C'est Vous l'aurez entendu ici en voilà, premier. Ouais. Moi, comme je l'ai dit dans les cafés, on va faire ping-pong jusqu'au bout de l'éternité et on sera pour le dimanche 19 juin à 2h du matin. Voilà, c'est le Game 7. Dans tous les cas, dites-nous vous ce que vous avez pensé de ces 2 premiers matchs. Quels sont vos ressentis? Comment est-ce que vous voyez la suite à Boston? 2 matchs à venir au TD Garden. Le Game 3 sera ce mercredi soir, le Game 4 vendredi soir, donc dans la nuit de mercredi à jeudi et de vendredi à samedi. Je te laisse avec le mot de la fin, mon cher Alex. Le mot de la fin, c'est que je trouve qu'on a des bien belles finales et que, en fonction des ajustements que les deux équipes vont faire, j'attends les matchs serrés parce qu'on est un peu sur notre fin dans le terme de match. Par contre, les ajustements font qu'à mon avis, je vois pas comment la série ne pourrait pas être serrée en fait. Voilà. Je suis bien corda. Allez, on en veut 7. On fait des bisous. Ciao. Et à très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Ciao.